Bonjour chers étudiants. Aujourd'hui, c'est le dernier cours des institutions de l'Union européenne, la partie qui se rapporte aux institutions de l'Union européenne. Et nous allons voir la 7e institution qui est la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, ou ce qu'on appelle CJUE, regroupe la Cour de justice, le tribunal et le tribunal de la fonction publique. Elle est assistée, si nécessaire, par des tribunaux spécialisés qu'elle peut décider de créer. Les tribunaux spécialisés, vous savez bien, ce sont les tribunaux spécialisés dans chaque discipline. Par exemple, les tribunaux par exemple, des affaires sociales, etc., etc. La Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Donc, c'est la juridiction suprême de l'Union. Donc, le programme de notre partie d'aujourd'hui serait de voir la Cour de justice, le tribunal de la fonction publique TFP et les tribunaux spécialisés, c'est-à-dire les organes qui composent la Cour de justice de l'Union européenne. Commençons d'abord par la Cour de justice. De qui elle est composée et comment fonctionne-t-elle? La Cour de justice est composée de 27 juges, soit un juge par État membre, avec un mandat qui est renouvelable tous les 6 ans. Le traité de Lisbonne a créé un comité consultatif pour la nomination de ces juges et des avocats généraux, qui est chargé d'émettre un avis sur la compatibilité des candidats avec les fonctions exercées. Institué en 1952 par le traité CECA, le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette Cour de justice, qui s'appelait autrefois la Cour de justice des communautés européennes, est située à Luxembourg et elle est une institution juridictionnelle qui veille au respect du droit communautaire. Elle est la seule compétente pour interpréter les traités. La Cour de justice peut d'abord être saisie dans le cas des recours directs. Les recours directs existent en grand nombre. Alors, nous avons le recours en manquement, les recours en annulation, les recours en carence et les recours en indemnité, et enfin les pourvois contre les arrêts et ordonnances du tribunal. Ces recours, nous allons les voir chacun, c'est-à-dire un par un. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire un recours en manquement, qu'est-ce que ça veut dire un recours en annulation, en carence, ou le recours en indemnité, ou enfin les pourvois. Commençons d'abord par les recours en manquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un recours en manquement? C'est le cas où un État membre de l'Union européenne ne respecte pas une obligation communautaire. Par exemple, une mauvaise transposition d'une directive. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que cet État a violé, c'est-à-dire le droit communautaire, et dans ce cas-là, on peut faire un recours en manquement, c'est-à-dire en manquement contre ce pays, en manquement à ses devoirs. Ces recours sont formés dans la quasi-totalité des cas par la Commission européenne, mais peuvent être aussi par les États membres, c'est-à-dire la plupart des cas, c'est la Commission qui fait ses recours contre l'État qui ne respecte pas ses obligations, communautaires bien sûr, mais parfois même un autre État ou d'autres États qui remarquent qu'un État quelconque ne respecte pas ou ne répond pas à ses obligations, bon, il peut aussi faire le recours qu'on appelle les recours en manquement.
Les recours en annulation sont, par contre les institutions, c'est-à-dire ils ont pour objet de sanctionner un acte qui a été pris par, ou d'annuler plutôt, un acte qui a été pris par les institutions. Donc une de ces institutions a pris, une décision ou a fait un acte ou a fait quelque chose qui n'a pas plu au qui n'était pas dans l'intérêt général de l'Union européenne, à ce moment-là, on peut faire un recours en annulation. Alors, ces recours peuvent être faits par les États membres, mais aussi par les institutions communautaires qui n'ont pas à démontrer d'intérêt à agir. Donc, si ce sont les institutions d'un État parmi les 27 États de l'Union européenne, donc toutes les institutions communautaires peuvent faire des recours en annulation des décisions d'autres institutions ou des institutions d'un État membre. Enfin, ils peuvent être formés, ces recours, par les personnes physiques et morales qui, pour agir, doivent au contraire être directement et individuellement concernées par l'acte que l'institution a fait et cet acte que ces personnes vont attaquer. Donc, ils doivent être directement concernés par ces actes. À l'inverse, les recours en carence, ce sont eux qui sanctionnent, par exemple, un défaut d'action d'une institution. C'est-à-dire qu'une institution devait prendre une décision, mais elle ne l'a pas fait. Elle est pourvoi aussi. Alors, ces recours en carence peuvent être formés soit par les institutions, soit par les États membres et les personnes physiques ou morales, toujours dans les mêmes conditions que pour le recours en annulation. C'est-à-dire que ces personnes physiques ou morales doivent être directement concernées par ce manquement et cette carence de cet acte, de cette institution. Les recours, quant à eux, mettent en cause, les recours en indemnité mettent en cause la responsabilité de l'Union en raison de dommages causés par ses organes ou ses agents. Alors ces recours peuvent être formés par les États membres et par aussi les personnes physiques et morales. Donc le recours en indemnité, c'est pour solliciter une indemnité contre une action quelconque qui concerne des organes qui forment l'Union européenne et les dommages qu'ils ont causés aux personnes physiques ou à d'autres États membres. Et enfin, les pourvois contre les arrêts et ordonnances du tribunal. Alors, ces pourvois sont ouverts aux parties qui ont perdu au procès au moins partiellement, qui ont perdu un procès au moins partiellement, aux intervenants concernés et affectés directement, ainsi qu'aux États membres et aux institutions communautaires, même s'ils ne sont pas intervenus, bien sûr, sauf dans les litiges de fonctionnaires. Donc les pourvois contre les arrêts, c'est-à-dire des requêtes contre, bien sûr, un arrêt ou une décision, une sentence du tribunal. Le pourvoi est par contre limité aux questions de droit, c'est-à-dire à l'application du droit par les juges du tribunal. La Cour ne va pas juger les faits, mais elle peut annuler la décision du tribunal en cas où celui-ci a mal appliqué ces actes et elle peut même renvoyer l'affaire devant ce dernier pour une révision, soit elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige. Donc ici, c'est bien sûr le pouvoir de la Cour de justice sur le tribunal ou sur les tribunaux en général. Cependant, à côté de ces recours, existe un autre recours qui s'appelle le renvoi préjudiciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce renvoi préjudiciel? Le renvoi préjudiciel émane de la collaboration entre les juges nationaux et les juges communautaires.
Cela veut dire que quand le juge national d'un État quelconque de l'Union européenne doit appliquer le droit communautaire au cours d'un procès et qui n'est pas satisfait de ce droit ou n'est pas convaincu de ce droit, il peut surseoir à statuer, c'est-à-dire suspendre la sentence, et il peut poser une question préjudicielle. Il peut poser une question au juge communautaire sur l'affaire en question. Donc, la Cour, sur demande de l'État membre concerné, peut se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, lorsque la Cour a identifié un risque clair de violation grave par cet État membre de certaines valeurs, comme par exemple le respect de la dignité humaine, le respect des droits de l'homme, etc. D'autre part, en matière de liberté, sécurité et justice, la Cour voit ses compétences encore plus renforcées. En effet, les restrictions sont presque toutes levées. La Cour de justice pourra désormais statuer sur des recours concernant les visas, l'asile, l'immigration et d'autres politiques liées à la circulation des personnes. D'autre part, dans le domaine de la coopération policière en matière pénale, la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel devient obligatoire et n'est plus subordonnée ou ne dépend plus d'une déclaration de chaque État membre qui reconnaît cette compétence. Donc, sans qu'ils le reconnaissent, elle est devenue prioritaire pour statuer sur les titres à titre préjudiciel. Reconnaissant cette compétence et indiquant les juridictions nationales qui peuvent la saisir. Passons maintenant au deuxième organe qui forme la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le tribunal. Nous avons vu la Cour de justice et maintenant nous voyons le tribunal. La Cour de justice est assistée depuis 1989 par un tribunal de première instance, qui va devenir, avec le traité de Lisbonne, le tribunal tout simplement. Le tribunal se compose également de 27 juges nommés par les États membres pour 6 ans renouvelables, après bien sûr l'avis favorable du comité consultatif pour la nomination des juges et des avocats généraux. Un renouvellement partiel a lieu tous les 3 ans et les personnes sortantes peuvent être réélues une deuxième fois. Le traité de Nice prévoyait aussi qu'ils étaient juges en première instance pour l'ensemble des recours directs, c'est-à-dire les recours en annulation, en carence ou responsabilité déposés par les personnes physiques ou morales, et le recours aussi contre la Commission européenne qui sont déposés par les entreprises. Passons maintenant aux tribunaux spéciaux. Alors, le traité de Lisbonne a prévu dans son article 257 que des tribunaux spéciaux peuvent être créés par un règlement du Parlement européen et du Conseil. Bien, ce règlement va être adopté selon la procédure législative ordinaire sur proposition, selon le cas, soit de la Commission européenne avec avis de la Cour de justice, soit de la Cour de justice avec avis de la Commission. Donc, les tribunaux spéciaux sont créés par un accord entre, bien sûr, le Parlement, le Conseil et la Cour de justice. Enfin, le dernier organe de la Cour de justice de l'Union européenne est le tribunal de la fonction publique, comme on a déjà vu plus haut, donc le TFP. Le TFP
depuis 2004 est adjoint, lié à la Cour de justice de l'Union européenne et au tribunal. Donc, il fait désormais partie des tribunaux spéciaux prévus par le traité de Lisbonne depuis 2009. Ce tribunal de la fonction publique est composé de 8 juges nommés par le Conseil pour une période de 6 ans renouvelable. Le Conseil veille à une composition qui soit équilibrée du tribunal sur bien sûr une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres et en ce qui concerne les systèmes juridiques nationaux représentés. Ce tribunal, le TFP, est la juridiction spécialisée dans le règlement du contentieux de la fonction publique de l'Union européenne. Il est compétent pour connaître en première instance des litiges entre les communautés et leurs agents. Donc, quand on dit tribunal de la fonction publique, c'est-à-dire ça concerne les fonctionnaires des États, etc. Et pour finir avec cette partie sur la Cour de justice de l'Union européenne, nous disons que les 24 langues officielles de l'Union européenne sont bien sûr utilisées à la Cour de justice de l'Union européenne. On peut trouver dans une audience typique un mélange d'au moins 5 ou 6 langues. La traduction de toutes les pièces de procédure vers toutes les langues est en partie responsable de la lenteur qu'on remarque sur certaines procédures, parce qu'il faut que chaque procédure soit traduite dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.